Imaginez une frontière qui serpente à travers les champs du Hainaut, si capricieuse qu'elle coupe parfois une ferme en deux. La cuisine en Belgique et la chambre en France. Pendant près de 2 siècles sur cette ligne invisible, tout un peuple s'est transformé en armée de petits malins, des grands-mères aux jupes trop larges, des ouvriers aux talons crus, et même des chiens dressés à jouer les passeurs. En face, les douaniers s'arrachaient les cheveux. Les murmures de l'histoire, Olivier de Potter, réalisé en partenariat avec monlivrepapier.be. Aujourd'hui, les rois de la fraude. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord imaginer la géographie complètement folle de cette frontière. Nous sommes tout au sud du Hainaut, là où la Belgique et la France se touchent, une ligne sur une carte, mais une ligne totalement absurde, qui ne suit ni une rivière, ni une route, ni rien de logique. Une ligne qui zigzague à travers les champs, qui traverse des villages, et qui parfois, dit-on, coupait littéralement une maison en deux. Des villages comme Quiévrain, Erqueline, Rhume ou Bon Secours du côté de Perouet vivaient carrément à cheval sur cette frontière. D'ailleurs, en Belgique, on a gardé une expression savoureuse pour parler de la France. Aller outre Quiévrain. Comme si, dès qu'on passait cette petite ligne, on entrait dans un autre monde. Et cet autre monde, justement, c'est là que tout se joue. Parce que d'un côté comme de l'autre de cette frontière, les mêmes produits ne coûtaient pas du tout le même prix, un peu comme aujourd'hui, et pas qu'un peu malheureusement. Prenez le sel par exemple. Sous l'Ancien Régime, dans les provinces libres du Nord, il coûtait 7 à 8 livres. Mais à quelques kilomètres de là, en Picardie française, ce même sel grimpait jusqu'à 57 à 58 livres, presque 8 fois plus cher. Vous imaginez donc la tentation. Et ce n'est pas seulement le sel. Selon les époques, on trouvait de tout, de part et d'autre, du tabac, du café, du sucre, du fil, des cotonnades, des châles, de la porcelaine, de la cacanerie, et même, à certaines périodes, des écrits interdits, des livres prohibés que l'on faisait passer sous le manteau. Alors, forcément, quand un produit coûte 8 fois moins cher, juste de l'autre côté d'un champ, l'être humain, dans sa grande sagesse, se pose une question toute simple. Et si je faisais passer discrètement ? C'est ce qu'on appelait la fraude. Et à la frontière du Hainaut, la fraude n'était pas un petit délit isolé. C'était une véritable sport national, pratiqué par des milliers de gens, tout ce qu'il y avait de plus ordinaire. Des paysans, des ouvriers, des femmes, des enfants, des grands-mères, tout le monde, ou presque, s'y mettait, ne serait-ce qu'un peu pour arrondir les fins de mois. On appelait ça la pacotille, la petite fraude quotidienne. Mais attention, car si tout le monde fraudait un peu, certains, eux, avaient élevé la contrebande au rang d'art. Et pour tromper les douaniers, ils avaient inventé des ruses si tordues, si ingénieuses, que même aujourd'hui, elles vous arracheraient un sourire. Des ruses que je vais vous raconter et qui vont vous prouver qu'en matière de malice, nos ancêtres n'avaient de leçons de recevoir à personne. Commençons par la fraude de tous les jours. Cette fameuse pacotille, le principe était d'une simplicité géniale et il reposait sur une seule chose, le nombre. Imaginez la scène. Chaque matin, à la frontière, des centaines, parfois des milliers d'ouvriers traversaient en même temps pour aller travailler dans les usines, les mines ou les exploitations voisines. Et chacun, absolument chacun, porte sur lui son petit paquet de fraude, un peu de café, un peu de tabac, un peu de pétrole. Rien d'énorme, juste de quoi revendre avec quelques sous de bénéfices chez un épicier complice. Et là, mettez-vous une seconde à la place du pauvre douanier. Il est là, seul, ou à 2 ou à 3. Et devant lui,
défile une marée humaine, comme le notait un observateur de l'époque avec beaucoup d'humour. Pendant que le douanier fouille une demi-douzaine d'individus, des centaines d'autres passent tranquillement, indemnes. Que voulez-vous qu'ils fassent ? C'est mathématiquement perdu d'avance. Mais le plus drôle, c'était l'imagination débordante des fraudeurs pour cacher la marchandise. Les archives regorgent de trouvailles absolument géniales. Les femmes, par exemple, avaient cousu des poches secrètes sur leur immense jupe de l'époque, capables de dissimuler des quantités impressionnantes de tabac ou de café. Les plus astucieux avaient fait fabriquer des chaussures à talons démontables. Vous dévissiez le talon, vous y glissiez votre marchandise, vous revissiez et hop, vous marchiez sous le nez du douanier, avec votre fraude sous les pieds, littéralement. Et mon préféré, le grand classique, le landau à double fond. On promenait un beau bébé, bien emmitouflé, l'air le plus innocent du monde. Le douanier attendrissant laissait passer la jeune maman et son nourrisson. Sauf que sous le matelas du bébé, dans un double fond soigneusement aménagé, se cachaient des kilos de marchandises, le crime parfait avec un sourire d'ange. Et parfois, la fraude prenait des tournures franchement comiques. Les archives rapportent qu'en juin 1787, une véritable petite troupe, une quarantaine de contrebandiers à pied, tenta de faire passer des sacs entiers de marchandises alors interdites. Et devinez, c'était quoi ? C'était des clous. Oui, des clous. Toute une armée d'hommes chargés de sacs de clous, interceptés en flagrant délit par les gardes de la ferme du Hainaut. On imagine la scène. Mais tout ça, la pacotille, les jupes, les talons creux, les clous, ce n'était que de la petite fraude. Car, pour les grosses cargaisons, les vrais professionnels avaient recruté des complices bien plus rapides, bien plus discrets et bien plus poilus que n'importe quel homme. Des complices qui couraient à quatre pattes en pleine nuit et qui ont fait le désespoir des douaniers pendant des décennies. Ces fameux complices, c'étaient les chiens. Et l'histoire des chiens fraudeurs est l'une des plus étonnantes de toute cette épopée frontalière. Les contrebandiers les plus organisés dressaient spécialement des chiens, souvent des grands et robustes bouviers des Flandres. Ils les dressaient à passer la frontière tout seuls. On leur confectionnait sur mesure une sorte de corset, une veste de toile parfaitement ajustée autour du corps, dans laquelle on répartissait des paquets de tabac compressés au maximum. On appelait ça dans le jargon des blattes. Mais le plus fort, c'est que ces chiens étaient dressés pour être des véritables agents secrets à quatre pattes. On les lâchait d'un côté de la frontière la nuit, et ils devaient rejoindre leur maître de l'autre côté en évitant les chemins surveillés. Certains savaient courir avec des charges impressionnantes sur le dos, ramper sur les haies, se faufiler dans l'obscurité sans jamais aboyer. Un chien bien dressé valait une petite fortune et on en prenait grand soin. Mais les douaniers, eux aussi avaient plus d'un tour dans leur sac. Face aux chiens des fraudeurs, ils ont fini par utiliser leurs propres chiens. Et voilà, notre frontière du Hainaut transformée la nuit en un extraordinaire jeu du chat et de la souris. Enfin, plutôt, du chien et du chien. D'un côté, les chiens passeurs, chargés de tabac, filant dans le noir. De l'autre, les chiens des douaniers, dressés à les repérer. Une véritable guerre canine se jouait dans les campagnes à la barbe des humains. Et pendant que les chiens couraient dans la nuit, les humains, eux, avaient le quartier général bien au chaud. L'estaminet, le café du village frontalier. C'était là, autour d'un verre et d'un jeu de cartes que tout se décidait. On y échangeait les nouvelles. On y apprenait où étaient postés les douaniers ce soir. Et on y concluait les affaires à voix basse. Ces estaminets étaient si prospères que grâce à la fraude que certains villages de la frontière ont passé de 2 cafés à une quinzaine en quelques années à peine. Et ces établissements avaient pour fonction très spéciale, presque digne d'un film comique, car lorsque une patrouille de douaniers débarquait à l'improviste dans un estaminet bien de contrebandiers,
il fallait bien les faire disparaître, les fraudeurs. Et vite. Alors, on les cachait à l'arrière de la salle, dans une cave, dans un grenier. Et parfois, quand la surveillance se faisait trop serrée dehors, on gardait ainsi des contrebandiers planqués dans le café pendant plusieurs jours. On raconte que certains y sont restés cachés jusqu'à 8 jours d'affilée, attendant patiemment que l'orage passe, en jouant aux cartes et en vidant quelques verres, bien sûr. Mais le plus surprenant dans toute cette histoire, ce n'est ni les ruses, ni les chiens, ni les planques, non. Le plus surprenant, c'est ce qui se passait quand, malgré tout, un fraudeur et un douanier se retrouvaient enfin face à face, seuls dans la nuit. Car ce qui les liait, ces deux ennemis jurés, était bien plus étrange que tout ce que vous pourriez imaginer. Car voilà le secret le mieux gardé de cette frontière, le douanier et le contrebandier. Ces deux adversaires qui se pourchassaient nuit après nuit avaient fini par se connaître et même d'une certaine manière à se respecter. Ils habitaient souvent le même village, leurs enfants allaient à la même école, ils se croisaient à l'église, au marché, à l'estaminet. Le douanier savait parfaitement qui fraudait et le fraudeur savait parfaitement qui le surveillait. C'était une partie qui se jouait entre gens du même monde, avec ses règles tacites, sa politesse et une bonne dose de respect mutuel. On a raconté plus tard, quand tout cela fut terminé, des scènes absolument savoureuses, d'anciens contrebandiers et d'anciens inspecteurs des douanes réunis des années après, se serrant chaleureusement la main, comme de vieux amis, parce qu'au fond, ils avaient vécu la même aventure, chacun de son côté du filet. Ils avaient partagé les mêmes nuits froides, les mêmes courses dans les champs, les mêmes ruses et les mêmes fous rires. Il y a même eu de véritables légendes locales, des gentlemen de la fraude comme on les appelait, capables de faire passer pendant des décennies du tabac, de l'alcool, des chevaux, du poulet, sans jamais, au grand jamais, se faire prendre. Des hommes devenus des vedettes discrètes de la région, dont on racontait les exploits à voix basse, avec un mélange d'admiration et d'amusement. Car c'est là toute la particularité de cette contrebande de la frontière du Hainaut. Ce n'était pas du grand banditisme, ce n'était pas de la violence, c'était une économie parallèle, roublarde, populaire, presque bon enfant, qui faisait vivre des familles entières et qui faisait partie de l'identité même de ces villages frontaliers. Une manière de vivre, un art de la débrouille. Et puis un jour, tout s'est arrêté brutalement. Le 1er janvier 1993, en application des grands accords européens, l'Europe a levé les frontières entre ses pays membres. Du jour au lendemain, on pouvait circuler librement entre la Belgique et la France. Plus de postes de douane, plus de contrôle, plus de différence de En un instant, 2 siècles de ruses, de landaux à double fond, de talons creux, de chiens dans la nuit et de planques dans des estaminets étaient devenus totalement inutiles. Pour les douaniers, ce fut un choc. Il fallut se réinventer. Pour les vieux fraudeurs, ce fut la fin d'une époque, la fin d'un jeu qui avait rythmé toute leur vie. Alors aujourd'hui, quand vous roulez tranquillement du Hainaut vers la France, quand vous franchissez sans même vous rendre compte cette petite ligne invisible au milieu d'un champ, ayez une pensée souriante pour tous ces personnages, pour tous ces grands-pères, pour toutes ces grands-mères aux jupes trop larges, pour la maman à landau trop lourd, pour le chien qui courait dans la nuit avec son gilet de tabac et pour le douanier qui, quelque part, connaissait leur nom et fermait parfois leurs yeux. Car, pendant près de 200 ans, ce petit bout de campagne tranquille du Hainaut fut le théâtre de la plus cocasse, de la plus joyeuse partie de cache-cache de toute notre histoire. Les murmures de l'histoire. Une histoire écrite, réalisée et racontée par Olivier de Bottère, en partenariat avec monlivrepapier.be. Retrouvez cette histoire ainsi que bien d'autres sur ma chaîne YouTube Les Murmures de l'Histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.
venu du fond des siècles.